Bonjour Margot Mullier. Bonjour. C'est exceptionnel le livre que vous publiez parce que c'est à la fois le livre d'une petite fille pour son grand-père, mais c'est aussi l'histoire d'une incroyable épopée industrielle. Chacun connaît les magasins Auchan et c'est votre grand-père qui a fondé les magasins Auchan. Et c'est une histoire incroyable. Aujourd'hui, c'est un des groupes les plus puissants du monde. Si je vous dis simplement les marques, c'est Boulanger, Decathlon, Kiabi, Flunch, Saint-Maclou, Leroy Merlin, Boulanger. C'est un groupe, j'allais presque dire, tentaculaire Auchan. Et votre grand-père a fondé ça. Et on peut le dire aussi, c'est une des plus grandes fortunes de France aujourd'hui. Vous êtes sa petite fille. Pourquoi vous avez eu envie de raconter l'histoire de votre grand-père ? Alors en fait, tout a commencé dans l'enfance. J'ai été éduquée sans prendre la mesure de la renommée de ma famille. Lorsque j'étais jeune à la maison, mes parents ne me parlaient pas du tout d'argent, de patrimoine. Mon grand-père, c'était Daddy. C'était juste un grand-père que je voyais au déjeuner dominicaux. Et puis, j'ai grandi, j'ai commencé à lire les journaux. C'est là que j'ai découvert qui était Gérard Mullier aux yeux du monde. C'est là que j'ai pu lire des chiffres sur les entreprises de ma famille. Et c'est là que j'ai pris conscience de cette renommée, justement. Et ça a été une période de ma vie assez difficile parce que je vivais vraiment dans un déséquilibre entre j'ai reçu une éducation normale, je suis une fille normale et en même temps, je porte un nom énorme. Et à un moment donné, ce nom m'a vraiment dépassée. Je commençais à avoir des remarques, des petites moqueries. Je passais de Margot à... on me surnommait la petite fille au champ. Oui. Donc ça devenait assez difficile, le regard que les autres portaient sur moi. Donc j'ai décidé de quitter le Nord. À ce moment-là, j'habitais dans le Nord. J'ai décidé de quitter le Nord en 2018, de quitter la France et de partir voyager seule. Vous avez fait un tour du monde C'est pendant ça. des mois et des mois. Exactement. Vous fuyez tout ça. Voilà, j'avais supprimé mon nom de famille de tous les réseaux sociaux. Je me disais, je veux découvrir qui je suis, au-delà de ce nom de famille, et voir si les gens m'apprécient pour qui je suis et pas uniquement pour mon nom. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens, j'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses. Et donc là, je me suis dit, bon, en fait, tu peux être Margot tout simplement au-delà de ton nom. Donc, à mon retour, j'ai voulu assumer ce nom, j'ai voulu le faire vivre. Et pour le faire vivre, il fallait que je connaisse mon histoire. Je voulais vraiment connaître Vous mes ne la racines. connaissiez pas vraiment. Ce grand-père-là n'était pas... On ne s'étale pas dans la famille Mullier. On ne dit pas forcément beaucoup de choses dans les dîners dominicaux. Hein. Alors, je connaissais mon histoire, bien sûr. Je connaissais l'histoire d'Auchan. Mon grand-père m'avait raconté les débuts d'Auchan, etc. Mais je n'avais pas tous les détails de comment, justement, tout ça a été créé quand vous parliez de groupe tentaculaire. Effectivement, comment un petit magasin de 200 mètres carrés est devenu une association familiale avec une centaine d'entreprises. Oui. Et tout ça, je voulais des connaître. centaines de milliards, ce qui est énorme. C'est énorme, oui, bien sûr. Combien de salariés dans le monde J'ai pas le chiffre exact, mais il me semble qu'on est à autour de 650 000 collaborateurs dans le monde. Donc 650 000 collaborateurs. Ouais. Non, c'est ce que vous dites, c'est tentaculaire. Ouais. Et, donc et c'est je voulais lourd, connaître c'est tout quelque ça. part c'est lourd à porter quand on est la petite fille de Gérard Mullier. Ça a été lourd. Jusqu'à ce que j'écrive cette histoire, jusqu'à ce que je découvre tous les détails de cette histoire et que je me sois dit, tu peux être fier du nom que tu portes, tu peux être fier de cette œuvre familiale, tu dois plus t'excuser de porter ce nom. Et donc, c'est ça qui m'a réconciliée avec mon héritage. Donc, quand j'ai voulu mieux connaître mes racines, j'ai voulu également faire vivre cette histoire. Et c'est une amie qui m'a dit tu es diplômée d'un bac L, tu as fait une licence d'histoire, tu aimes écrire, tu as toujours écrit. Pourquoi t'écrirais pas la biographie de ton grand-père ? Mais alors attendez, c'est pas facile hein, le grand-père, parce que vous allez prendre rendez-vous avec lui, pratiquement. Vous lui dites on peut se voir à 9h, il vous dit non, ça sera à 10h30. Hein. Tout à fait. Au château, il vit dans un très bel endroit, mais il vit finalement d'une manière assez modeste intérieurement. Vous le décrivez qu'il s'assoit sur une vieille chaise en plastique achetée il y a 40 ans dans un de ses magasins. Il ne gâche rien. Tout à fait. Alors, le château n'est pas son domicile, hein, je tiens à le dire. C'est un château qu'il a acheté en 2000 et il en a fait un institut de formation. Donc, c'est pas du tout sa maison, il vit pas dans ce château. Mais effectivement, quand il va au château, notamment dans le cadre des formations de l'institut de formation,
La chaise qui lui est dédiée, c'est une chaise achetée il y a plus de 20 ans dans le magasin d'Anglo, une chaise de jardin. Une chaise premier prix de premier jardin. prix. Et il dit, où est ma chaise? Exactement, il veut cette chaise. Donc Oui. c'est vrai que c'est sa manière de vivre, il est très économe. Il a ses routines, comme vous disiez, sur le 10h30 du matin. C'est parce qu'il fait son sport avant qu'on se voit. Il a une piscine, il aime, voilà, Oui. il se baigne. Il va se baigner, ouais. Quand je disais, il ne veut rien gâcher, il le dit. Hein. C'est-à-dire que s'il n'a pas fini son petit repas de midi, on le fait réchauffer pour le soir dans le tupperware. Exactement. Et ça, je pense que c'est une question générationnelle. C'est la génération des grands-parents qui ont vécu la guerre, qui ont vécu le rationnement, qui n'ont pas eu la possibilité de consommer comme ils le souhaitaient. Je pense sincèrement que c'est une question de génération. Oui. Il me semble que beaucoup de grands-parents sont comme ça. Mais est-ce qu'il a le sentiment d'être riche? Il est l'un des hommes les plus riches de France. Alors, c'est pas, comment dire. C'est les entreprises qui ont beaucoup d'argent et quand on voit dans Challenge, par exemple, les fortunes de France, c'est le patrimoine des entreprises. C'est pas Gérard Mullier sur son compte en banque directement qui a, comme vous disiez tout à l'heure, des centaines de milliards d'euros. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, souvent, on fait l'amalgame. Donc non, je pense qu'il a conscience, effectivement, du nom qu'il a et de l'entreprise qu'il a montée. Mais après, il vit tout à fait comme tout le monde. Et ça, Oui. je sais que c'est difficile à entendre C'est pour le difficile, commun des parce que Français. là, mais on doit même c'est la vous regarder, réalité. vous, on doit vous regarder comme ça en disant, bah, Margot, quand même. Oui, tout à fait. C'est ce qui a longtemps été dit de moi et c'était pour ça que c'était très difficile à vivre à l'époque. Quand je vous disais le déséquilibre entre je suis une personne normale et on me voit comme une héritière dans son château, ça a été très compliqué pour moi. Et mes amis me disaient, mais on s'en fout de ce que les autres peuvent dire. Nous, on te connaît, on sait que t'es pas comme ça. Mais c'est pas facile quand Oui. on... Après, c'est sûr que je suis privilégiée et ça, c'est clair, je vais pas le nier. Mais renvoyer l'image d'une princesse alors que c'est pas du tout la vie que je mène, ça a été un peu difficile à vivre. Ouais, alors il vous donne rendez-vous, 10h30, donc pas 9h, hein, et vous allez le retrouver. Et on suit dans ce livre toutes ces rencontres comme ça. Et vous l'écoutez, et vous lui posez des questions. Et c'est une relation touchante, parce qu'au fond, il va vous raconter d'abord d'où il vient. Ce qui est incroyable, c'est une famille du Nord, vous l'avez dit, Roubaix. Hein, la guerre a marqué son père, a marqué l'histoire. Et lui, il a la fibre commerciale pendant la guerre. Hein, Ouais, il vend des très jeune. légumes, ou il vend même des choses à sa propre famille. Hein. Tout à fait. Il avait, c'est l'histoire que je raconte dans le livre, sa grand-mère qui lui avait donné un petit morceau de jardin pour faire un potager. Et donc, il commençait à cultiver ses fruits, ses légumes. Et une fois, il s'est dit, mais ce serait super que je puisse vendre des œufs. Donc, il a demandé à sa mère de lui acheter une poule pour qu'elle puisse pondre des œufs. Et chaque matin, il vendrait ses propres œufs à sa mère. Et donc, il avait 10 ans à ce moment-là. Et c'est vrai que ce qu'on se disait, c'était que la fibre entrepreneuriale, la fibre commerciale avait commencé vraiment très, Oui. très tôt avec justement ses poules dans son jardin. C'est ça qui est incroyable. Alors, la famille, c'est la laine. Ouais. On est, voilà, au moment de sortir de la guerre, le fil d'art. C'est d'abord le premier magasin hein, qui va donner la marque Fil d'Art, très célèbre, donc de la laine à tricoter. Hein. C'est la famille qui fait, d'une famille, on va dire, de bourgeoise, assez aisée, catholique, du nord de la France. Tout à fait. Oui, c'est de là que ça a démarré. En fait, ça commence avec mon arrière-arrière-grand-père, donc qui avait créé une filature qui s'appelait Saint-Liévin. Donc pareil, c'était de la laine à tricoter. Et donc ça a continué de génération en génération. Mon grand-père a travaillé dans cette usine, justement. C'est là qu'il a commencé quand il avait 18 ans. Il a travaillé pendant 10 ans dans l'usine Fil d'Art de son père. Sauf qu'il n'était pas intéressé par l'industrie textile. Il s'inspirait du mode de vie américain. Il allait rechercher ce qui se passait ailleurs. C'était pas très marrant, faut dire, Marco. Il faisait du porte-à-porte. Bah non, voilà. Gérard Mullier a fait du porte-à-porte. Bien à sûr, l'époque, dans le Nord. il était commercial. On appelait ça les voyageurs de Fil d'Art. Donc les voyageurs à l'époque, c'était les commerciaux d'aujourd'hui. Il était commercial et il vendait des machines à tricoter familiales et il faisait du porte-à-porte avec ses coéquipiers pour aller vendre ces petites machines à tricoter. Sauf qu'il se rendait compte que les gens commençaient à s'équiper en électroménager et que les machines à tricoter, c'était plus la priorité des ménages français. Oui. Et tout ça, il le voyait avec justement ses recherches sur le mode de vie américain et c'est là qu'il a voulu copier le mode de vie américain avec les un voyage aux États-Unis est déterminant. Et alors, c'est une histoire absolument incroyable. Tout part d'une machine, d'une caisse
enregistreuse. C'est ça. Et c'est une invention révolutionnaire. À ce moment-là, ils découvrent ça aux États-Unis. Tout à fait. Une caisse enregistreuse. Et c'est dingue parce que moi, j'ai toujours connu la caisse enregistreuse. Enfin, ça fait partie de mon quotidien de voir une hôtesse de caisse qui passe un code barre et le prix est affiché automatiquement. Et en fait, ce que mon grand-père m'expliquait, c'est qu'à l'époque, elles écrivaient à la main exactement le montant de chaque article. Ensuite, elles calculaient, etc. Et il m'a dit, quand la caisse enregistreuse est arrivée et que là, automatiquement, ça calculait le montant total, Oui. qu'elles avaient pu à le faire à la main, Ça allait beaucoup plus vite. ça allait beaucoup plus vite. Alors, on lui montre ça aux États-Unis. Alors, celui Oui. qui est l'auteur de ça, il se lie avec lui. Hein, et il lui explique, il lui dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que la société de consommation arrive aux États-Unis et maintenant, on va faire des magasins où on se sert soi-même. On se sert soi-même. Alors ça, c'est révolutionnaire. Bah, pareil, il me disait, tu te rends compte, avant, on allait à vélo faire nos courses chez le boucher, chez le poissonnier, chez le boulanger, à l'alimentation générale. On devait faire la queue, on devait dire aux commerçants, je voudrais, j'en sais rien, une côte de bœuf. Là, on pouvait se servir soi-même. Et Oui. c'est aussi pour ça que ça n'a pas si bien fonctionné au début. Il y avait une histoire de prix, mais il y avait aussi le fait que les gens n'osaient pas trop. Ils se disaient, mais je peux vraiment me servir moi-même. Enfin, c'était vraiment nouveau pour les gens. Et aujourd'hui, quand on y pense en 2026, ça nous paraît tellement normal. Mais à l'époque, c'était une révolution. Ouais, alors il lui dit, cet Américain, il dit à votre grand-père, no parking, no business. Tout à fait. Alors ça, c'est aussi révolutionnaire. Hein. Tout à fait. C'était si les gens ne peuvent pas venir avec leur voiture faire leurs courses, ça ne peut pas marcher. Parce qu'ils vont acheter beaucoup de produits, donc ils doivent pouvoir mettre leurs produits dans leur coffre. Donc si tu n'as pas de parking, si tu n'as pas de place pour accueillir les voitures des consommateurs, ça ne peut pas fonctionner. Oui, et il dit aussi location, location, location. Exactement. C'est ça le secret de la réussite. Ouais, la localisation. C'est où ça se exactement. trouve. Et bien justement, c'est lui qui parlait des périphéries des villes ou bien des carrefours, où là où les gens se croisent. Il y a des passages de voitures. C'est très important, la localisation. Il faut que ce soit Ouais. visible. Des carrefours. D'ailleurs, il y a une marque célèbre qui va prendre ce nom. Tout Et à il va fait, être Carrefour. le Carrefour, ça va s'appeler Carrefour parce qu'il s'installe le premier à un carrefour. Voilà, et c'est ce que je raconte dans le livre, justement. C'est marrant. Leclerc, ils ont choisi le nom Leclerc parce que c'est un nom de famille. Carrefour parce que ça a été installé sur un carrefour. Et Auchan parce que le premier magasin a été monté dans le quartier des Auchan. Oui. Donc voilà, ils ont chacun trouvé leur nom comme ça. Et au final, c'est des noms qui sont restés et qui fonctionnent très bien. Alors, c'est vrai qu'il revient des États-Unis et il parle avec son père, ce qui n'est pas simple. Hein. Et il dit, je veux acheter un terrain, là, c'est un terrain pas cher, un terrain vague, presque, et je veux faire un magasin révolutionnaire. Alors bon, son père, il dit, oui, mais il n'est pas certain d'y arriver. Hein. Il dit, je te donne quelques temps pour y arriver, mais après, basta. Hein. Bah exactement, en fait. Là où il a eu beaucoup de chance, il a vraiment eu un père qui l'a suivi, un père qui a cru en son projet à une époque où, justement, il faut savoir que le fils aîné des familles bourgeoises, sa destinée, c'était de reprendre les rênes de l'entreprise du père. Donc, la destinée de mon grand-père, c'était de reprendre les rênes de fil d'art. Et c'était comme ça dans les familles de l'époque. Sauf que là, Gérard, fils, dit à son père, je vais monter mon entreprise. Son père aurait pu lui dire, non, c'est hors de question, tu vas reprendre fil d'art. Il lui a dit, OK, j'ai une usine que je compte déménager, je te la mets à disposition pour monter ton premier supermarché. Et ensuite, son père l'a aidé, il a aidé à financer, il a mis de l'argent avec un associé. Et effectivement, au bout de 3 ans, ça ne marchait toujours Il pas. s'appelait Supermarché, en 2 mots. Supermarché. C'était d'ailleurs nouveau. Hein. C'était un concept. C'est un concept nouveau. Hein. Nouveau, donc le supermarché n'avait pas de nom à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on voit sur la première de couverture du livre, le supermarché est ouvert. On trouve, et vous le publiez dans le livre, c'est formidable, un article de la presse de l'époque qui dit « Le supermarché qui a ouvert ses portes jeudi matin à Roubaix est inspiré par l'expérience américaine. La formule a été adoptée, c'est celle d'un self-service. Donc du début à la fin, on se sert soi-même. Et puis le panier traditionnel des libres-services est ici remplacé par un chariot qui allège considérablement le fardeau pour la cliente qui a désormais les mains entièrement libres pour choisir la marchandise. De plus, les clients peuvent aller jusqu'à leur voiture avec leur chariot. Ils peuvent même laisser le chariot sur place. J'ai adoré cet article. Tout est décrit là. Oui. Et on se dit, bah là, c'est nouveau ça. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que moi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, il parle de ça comme une révolution, alors que pour nous, ça fait partie de notre quotidien de pousser un chariot, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'était une révolution. Et il y avait quelques curieux qui venaient essayer en se disant, ah, je vais pouvoir faire mes courses moi-même. Et en fait, ce qui n'a pas marché au début, c'est que les prix étaient les mêmes, donc c'était toujours très cher. À l'époque, au sortir de la guerre, la consommation était vraiment très chère.
Les gens pouvaient se servir eux-mêmes, donc il n'y avait pas de service en face. Donc ils se disaient, bah, quel intérêt, à Oui. part me servir non, moi-même, mais je vois pas ce que j'y gagne. bah, vous êtes vraiment, c'est vrai, c'est Ouais. un flop. Total. Parce que, et alors ce qui est drôle, vous décrivez donc votre grand-père, Gérard Mullier, il voit que des gens rentrent dans le magasin, le supermarché, ils repartent sans rien, il leur court après. Il leur court après sur le parking, il Ouais. dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez rien acheté? Il veut Exactement. comprendre. Et les gens lui Exactement. disent mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Machin. Alors, il se dit on va mettre la bouteille de whisky moins chère. Voilà. Et ça c'est la première idée. Hein. Tout à fait. Aidé de Marcel Fournier, le fondateur de Carrefour d'ailleurs. Marcel Fournier qui les avait accueillis et qui leur avait dit à mon grand-père et ses premiers compagnons de route, vous n'avez pas compris le discount. Et il leur a dit une phrase très intéressante qui était « Vaut mieux vendre 100 petits gâteaux à 10 centimes de marge que 10 petits gâteaux à 1 franc Oui. de marge. » Il dit « La différence, c'est le discount, c'est le D'abord, il volume. » commence par la bouteille de whisky. Et donc, tout à Alors, fait. Alors, ça commence à marcher. Les gens viennent pour acheter la bouteille de whisky moins Voilà, chère. Hein. il se rend compte que des hommes viennent faire leurs courses. Parce qu'à l'époque, pareil, si on repart dans le contexte de l'époque, c'était les femmes qui étaient femmes au foyer qui faisaient les courses pour leur mari. Et il se rend compte que vers 18h, après le travail, il y a des hommes qui viennent dans le magasin, qui repartent avec leur bouteille de whisky. Donc là, ça cartonne. Il se dit, bon, on va faire pareil avec les rasoirs féminins. Et bon, on va faire pareil avec tel produit, tel Ouais, produit, tel sauf produit. que- Et au final, ils ont cassé les prix de tous leurs produits. Oui, sauf qu'entre-temps, il a fallu aller voir le père de Oui. Gérard Mullier, qui n'est plus du tout convaincu. Au bout de 3 mois, lui dit on arrête la plaisanterie, ça ne marche pas, on perd de l'argent. Et là, Gérard Mullier lui dit laisse-moi encore 3 mois, laisse-moi une chance. C'est-à-dire que tout est là. Voilà, c'est son père qui lui dit ça ne marche pas, il n'y a plus de raison qu'on continue. Mon grand-père se dit c'est terminé, c'est pas possible, ça ne peut pas être fini maintenant. Il était à fond, c'était son rêve. Et après quelques minutes de silence, son père lui dit « Je te laisse encore 3 ans ». Et c'est à ce moment-là qu'il est allé voir ses compagnons de route et qu'il leur a dit « Écoutez, maintenant, on va arrêter de parler, on va arrêter de faire des réunions qui servent à rien, on va foncer, on va y aller ». Et donc, ils vont à la rencontre de Marcel Fournier qui parle du discount. Et donc là, il lance les prix cassés avec le whisky, etc. Et c'est là que ça fait décoller le chiffre d'affaires. Il invente donc il vaut mieux vendre 100 boîtes de biscuits en gagnant 2 centimes par boîte que 10 Exactement. en gagnant C'est plus. ça, la différence, c'est le discount, c'est le volume. Oui. Et donc, Et- évidemment, ça afflue. Ça devient un succès phénoménal. Et Ça- donc, il ouais. va évidemment acheter d'autres emplacements. Il sûr. s'étend. Tout Et, à fait. et il a un management très particulier, Gérard Mullier, et vous le dites d'ailleurs. Hein, au fond, être patron, c'est faire confiance, c'est avoir des gens autour qui ont la compétence que vous n'avez pas vous-même. C'est- Ça, je trouve ça extraordinaire. Hein. Vous m'avez devancé, c'est exactement ce que j'allais dire. Mon grand-père dit toujours il faut avoir l'humilité de ne pas tout savoir et d'accepter de s'entourer de gens qui savent mieux que nous. Et toujours avec humilité. Et donc, c'est pour ça qu'il responsabilisait autant les équipes. C'est pour ça qu'il disait, je te fais confiance, vas-y, essaye. Et c'était toujours, essaye. Si ça marche pas, t'en parles pas, t'arrêtes. Si ça marche, t'en parles partout et tu dupliques partout où c'est possible ton idée. Et donc, du coup, ça a motivé les gens sur le terrain. Les gens se disaient, mais je suis maître de mon quotidien, je fais ce que je veux, je vais essayer. Et ils testaient, Oui. puis au bout d'un moment, ça marche, en Mais fait. c'est vrai qu'il y a derrière ça, et vous le dites, au fond, son côté catholique, il se dit, sincèrement, il faut offrir la nourriture moins chère, il faut que chacun puisse s'acheter plus facilement les choses de sa vie quotidienne. Il y a cette dimension-là, humaniste, on va dire. Bien sûr, c'est surtout après la guerre, en fait. Il m'expliquait, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué pendant toute cette enquête, c'est de me dire, en fait, ces grands fondateurs-là, donc Gérard Mullier avec Auchan, Édouard Leclerc avec Leclerc et Marcel Fournier avec Carrefour, ces 3 hommes qui ont vécu la guerre, qui ont vécu le rationnement, qui ont su ce que c'était d'être privés de nourriture et qui ont voulu justement permettre à la population de pouvoir consommer dignement, que tout le monde puisse consommer à la même échelle, parce que les classes bourgeoises étaient bien plus avantagées que les classes populaires à l'époque pour pouvoir consommer. Et donc, la vision de mon grand-père, c'était améliorer le pouvoir d'achat de la population. C'était extrêmement important pour lui. Oui, mais en même temps très exigeant, et vous ne le cachez pas. Vous racontez à un moment, il se glisse à l'intérieur de ses propres magasins, presque incognito, même si on le reconnaît, et il voit quelqu'un qui est en train de mettre en rayon la marchandise, et il trouve que cette personne va trop lentement. Il lui dit, vous avez 2 mains, Ouais. quand vous avez une main qui pose le produit sur là, vous devez avoir l'autre main qui ramasse le produit suivant. Et il est comme ça. C'est quelqu'un qui est très impatient. Ça, c'était dans son premier magasin à Roubaix, effectivement. Il était
très énervé de voir qu'un manutentionnaire perdait du temps à mettre des boîtes de conserve en rayon. Et donc, il disait, il faut être efficace, il faut servir le client, il faut être là pour le client, il faut que le client soit satisfait, il faut qu'il trouve en rayon ce qu'il est venu chercher, etc. Et donc, effectivement, son impatience faisait que de temps en temps, il grondait ses collaborateurs. Oui, grondait, on imagine le collaborateur. Hein, oui. Hein, Gérard Mullier qui n'est pas content. Bon, ça va, à ce moment-là, c'était pas encore Gérard Mullier, le grand patron, c'était le chef du petit supermarché de 300 mètres carrés. Donc après, non, mais après, quand il va réussir au-delà, mais sans être encore au niveau d'aujourd'hui, vous décrivez une scène absolument extraordinaire. Un jour, il rentre dans un de ses magasins et il va piquer une bouteille de whisky, encore une fois, il aime le whisky visiblement, à l'intérieur des réserves. Tout à fait. Pour voir si on le trouve. Racontez-moi cette histoire, c'est incroyable. Ça, j'ai beaucoup ri, effectivement. Il va faire une visite de magasin, il se dit, je vais aller voir ce qui se passe en réserve, et il voit une bouteille de whisky qui est sur une étagère, enfin bref. Et il se dit, je vais la prendre, je vais la cacher dans ma veste. Et puis comme ça, je vais aller montrer au directeur du magasin que malheureusement, en termes de sécurité, c'est pas terrible. Et il était super content parce qu'il s'était pas fait arrêter par l'employé de réserve. Et donc, il arrive dans le bureau du directeur, et là, le directeur le devance en lui disant je n'aurais pas cru que vous voleriez votre propre whisky, monsieur Mullier. Et donc, il dit comment avez-vous su? Et il lui répond vous croyez tout de même pas qu'un collaborateur oserait fouiller au corps son patron? Non. Il lui dit vous plaquez au sol. Vous plaquez au sol, voilà, pour vous fouiller. Pour une fouille en règle, tout à fait. Plaquer au sol son patron pour une fouille en règle. Et donc, du coup, ça a fait rire mon grand-père. Il s'est dit, bon, OK, en fait, ils m'ont vu. Mais oui, effectivement, il a pris conscience que... C'est ça qui est drôle avec mon grand-père, et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un de très humble, c'est que il a cru qu'il était incognito. Il se rend pas compte, en fait, en rentrant dans un magasin, que les gens le reconnaissent, que les gens se disent « Oh, c'est Gérard Mullier ». Lui, il pense être juste quelqu'un comme tout le monde. Il faisait ça avec sa femme en voiture. Il faisait le parcours de ses magasins, puis il s'arrêtait dans le parking, et puis il allait voir si les choses étaient en marche. Partout. Ça, c'est quand même... Et c'est pour ça qu'il a été très reconnu en tant que patron, c'est qu'il était sans cesse sur le terrain, toujours. Il allait toujours à la rencontre des collaborateurs, et je pense que c'est quelque chose qui est très, très important aujourd'hui, qui se fait moins, et c'est dommage. C'est vraiment le patron, le fondateur ou le dirigeant, c'est quelqu'un qui doit être un leader, qui doit embarquer les gens, et une grosse partie de son métier, ça doit être d'être sur le terrain, auprès des collaborateurs, pour montrer... c'est un signe de reconnaissance pour moi. C'est même plus que ça, c'est qu'ils considèrent qu'ils sont plus importants que ceux qui sont en haut dans la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il va saluer les caissières, les agents de sécurité dans chaque magasin. Il dit c'est eux, parce qu'ils sont au contact de la clientèle. Alors, il ne dit pas qu'ils sont plus importants, ça, parce qu'il sait que la centrale d'achat est très, très importante. C'est quand même la centrale qui négocie les prix pour les magasins, donc la centrale est très importante. Mais c'est vrai que concernant l'expérience client, il dit que ce sont les magasins, ce sont les collaborateurs des magasins qui sont au service des clients. Oui. Donc pour l'expérience client, il faut écouter la caissière qui a du coup les sons de cloche des clients, il faut écouter le chef de rayon, etc. Ce sont eux qui savent ce dont les clients ont besoin. Et ce qui est incroyable, évidemment, c'est que cette réussite d'Auchan va essaimer. C'est-à-dire qu'au sein même d'Auchan, ceux qui ont contribué à cela, il y en a un, par exemple, Michel Leclerc. Un jour, il va voir Gérard Mullier. Il lui dit, j'ai une idée, on pourrait peut-être aider les gens à faire du sport, moins cher. Tout à fait. Et là, effectivement, Michel a eu de la chance parce que Gérard lui a dit « OK, vas-y ». Et ensuite, donc Michel, lui, a monté Decathlon tout seul. Et en fait, c'est au moment de monter son 3e magasin, il n'avait plus les sous. Donc c'est à ce moment-là qu'il est allé voir mon grand-père en disant « Je te propose qu'on s'associe tous les deux ». Il a l'idée, c'est lui qui a l'idée du nom Decathlon. Complètement. Non. Oui. Là, pour le coup, Michel Leclerc, oui, il a entièrement monté Decathlon tout seul. Gérard l'a aidé financièrement. Il lui dit, il faut que les gens puissent faire du sport, il faut que les gens sortent, il faut que les gens s'aèrent. Et c'était suite à un voyage aux États-Unis également, où il a vu qu'il y avait deux domaines qui commençaient à se développer, c'était le sport et le jouet. Il a choisi le sport, et je pense qu'il a bien fait. Et donc, il a voulu faire un peu comme avec Auchan, c'est-à-dire rendre le sport accessible à tous. Oui, on connaît la suite, la réussite, évidemment. Alors, un autre, c'est Patrick Mullier. Oui. Lui, il trouve une marque qui lui plaît, c'est Bag. Il trouve un magasin, puis un bowling désaffecté quelque part. Il dit, je vais le racheter, puis on va vendre des vêtements pas chers. Parce que les gens ne vont pas trouver les vêtements chez Auchan entièrement. Oui, tout à fait. Alors, le bowling, en fait, ça, c'est plus l'idée de Gérard, où il est allé voir mon grand-père en disant, voilà, je voudrais monter une marque de
vêtements. Mon grand-père a dit, bah, si tu veux, Aaron, qu'on a un bowling qui ne fonctionne pas, donc je te le file et tu montes ton premier magasin dans ce bowling. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Au début, ça ne marchait pas bien parce qu'en fait, ils vendaient exactement les mêmes vêtements que chez Auchan. Donc, du coup, les gens, en fait, continuaient à acheter leurs vêtements chez Auchan. Ils n'achetaient pas leurs vêtements chez Kiabi. Et ensuite, il a parce que voilà, il faut le révéler changé ses maintenant. gammes, etc. Il va dire, on va l'appeler Qui habille. Et puis après, il dit, bah, on va l'appeler Qui habille. L'idée, on va réduire le truc. C'est ça. Ça, c'est incroyable, les noms. Le nom Qui habille, qui vient de Qui habille. Mais oui, tout à fait. Et Auchan, il faut rappeler comment le nom arrive. C'est évidemment, c'est le lieu. C'est le lieu du premier magasin. Oui. Tout à fait. Donc, le premier magasin, c'était dans le quartier des Hauts-Champs, Haut comme hauteur et champ comme un champ de blé. Ensuite, ils ont proposé, du coup, Auchan qui commencerait par un O. Et là, la famille a dit, ça fait un peu trop japonais. O-C-H-A-N, ça fait trop japonais. Donc, il s'est dit, OK, mais il faut garder la consonance, ça sonne bien. Pourquoi pas Auchan, A-U-C-H-A-N. La famille a dit OK. Et en plus de ça, ils se retrouvaient en premier, par ordre alphabétique, dans l'annuaire des ménages. Donc, du coup, pour aller faire leurs courses, les gens voyaient le nom Auchan en premier. Oui. Et donc, évidemment, voilà, je le disais tout à l'heure, Flunch, Qui habillait, Decathlon l'a dit, mais Saint-Maclou, plus tard Leroy Merlin. Bon, c'est quelque chose d'absolument incroyable, ce qui arrive. Et ça va se développer dans le monde entier. En Chine, à Moscou, vous le racontez. Hein. Tout à fait. À chaque fois, ce sont des défis que votre grand-père relève. Oui, et ce qui est super, c'est que pour le coup... Pour l'internationalisation d'Auchan, il s'est vraiment, vraiment appuyé sur d'autres personnes parce que c'était quelqu'un qui avait très peur de l'avion, c'est ce que je raconte dans le livre. Donc, par exemple, la Chine, il n'est jamais allé sur place. Et c'est là qu'il a vraiment fait confiance à ses collaborateurs en leur disant « Vas-y, c'est via toi que je vais surveiller ce qui se passe là-bas. » Et donc, il a donné sa chance à énormément de gens qui ont pu développer justement cette marque dans le monde entier, à commencer par des pays qui en avaient besoin. C'était des pays qui ne connaissaient pas la grande distribution, il y avait des pays en voie de développement et il a permis du coup à des populations dans le monde entier de pouvoir consommer à prix accessible. Et ça, c'était pareil, c'était une révolution aussi à l'époque pour ces pays-là. Vous le rencontrez et il vous raconte tout ça, de nombreuses rencontres. Oui. Hein, vous l'enregistrez et vous, la petite fille, vous écoutez Gérard Mullier. Il vous raconte ça avec tendresse. Comment il vous le raconte? Alors, avec tendresse, je ne sais pas. J'avais plutôt le sentiment que dès que je lui posais une question, il était plus en 2021, il était reparti en 1960. C'était à chaque fois qu'il me racontait, il se souvenait tellement de chaque détail que j'avais l'impression d'être avec lui dans les années 60, dans les années 70, les années 80. Donc, c'était pas un grand-père qui parlait à sa petite fille, c'était vraiment un entrepreneur qui revivait sa vie d'entrepreneur 50 ans auparavant. Oui. C'était surtout ça, et c'est ça qui était vraiment génial. Et je pense que c'est assez bien retranscrit dans le livre, le fait que je plonge vraiment le lecteur dans une époque donnée. C'est grâce à mon grand-père et grâce au fait que quand il me racontait, il était lui-même plongé dans cette époque. Donc il m'a emmené avec lui vivre sa vie d'entrepreneur. Oui, et ce qui est fou, c'est que ça paraît évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout. Il y a des collaborateurs qui vont s'associer, financer avec lui ses premiers projets, et puis il y en a qui vont dire « je sors ». Ça ne marchera jamais. Il y en a qui s'en vont avant la réussite. Il y en a qui quittent Auchan en disant « Auchan, ça ne marchera pas, je pars ». Tout à fait. Vous parlez peut-être de Michel Segard, le premier associé au début avec son grand-père. Oui, je pense que... Je ne sais pas s'il a regretté d'être parti, mais c'est vrai qu'à ce moment-là... il n'y croyait pas parce que c'était quelqu'un qui voyait peut-être les choses plus court terme, alors que nous, dans notre famille, on a toujours cru au temps long, en se disant, bah voilà, une entreprise, ça ne marche pas tout de suite. Les premières entreprises de textile qui ont été montées par ma famille, elles ont commencé à fonctionner au bout de 7-8 ans. Donc, en fait, je pense que la famille Mullier savait que ça prenait un peu plus de temps. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, Michel Segard est parti avant le décollage. En un mot, il est votre grand-père dans ce livre. C'est important de saluer ce parcours, de dire, voilà, regardez, la vérité, voilà qui il est vraiment, cet homme, simplement, avec aussi ses défauts. Tout à fait. Ce que je voulais, c'était vraiment deux choses, que le lecteur rencontre l'homme qui se cache derrière le grand patron, parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on entend... par exemple, vous parlez des fortunes de France, on voit le magazine Challenge qui sort chaque été les grandes fortunes de France, mais on ne connaît pas les hommes qui se cachent derrière. Et ce que je souhaitais, c'était vraiment que le lecteur puisse découvrir l'homme et les différentes facettes de la personnalité de Gérard Mullier, et pas uniquement
le patron qu'il est, pas uniquement l'entreprise, mais vraiment lui, quoi, sa personnalité. C'était ça Oui. qui était important. Et tout ce qui était autour de lui, évidemment, sa femme, qui Oui. compte beaucoup. Oui. Il ne faut jamais oublier Ouais. tout l'environnement, la famille. C'est vrai que c'est une réussite familiale. Tout à fait. Et ça compte beaucoup pour lui. Bah, déjà, l'AFM est 100% actionnaire d'Auchan. Oui. Quand il a... L'association famille. Oui, pardon, l'association familiale Mullier. Quand il a monté Auchan, c'était à l'intérieur de l'AFM. Donc mon grand-père n'a jamais été propriétaire à 100% de son entreprise. C'est ça qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand un entrepreneur monte une entreprise, il est majoritaire. Il a même à un Ce qui moment, n'est il pas va le être cas même avec un Gérard. peu, il va être mis dehors. Et vous le racontez, c'est pas Oui, facile à vivre. le départ à la retraite. Ouais. Oui, c'est sûr que ça a Il été... veut pas partir, hein, Exactement, il a 75 ans et il continue à dire j'avais encore la force Ouais. de tenir les rênes de l'entreprise. Ouais. Incroyable parcours. Vous êtes fier de votre grand-père? Ouais, je suis très fière de mon grand-père. Très, très fière de mon grand-père et je regrette d'avoir mis autant de temps à en être si fière, mais il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup, Margot Mullier. Merci. Si vous aviez un mot à lui dire, là, lui diriez quoi? Lui dire merci. Ouais. Merci pour tout ce qu'il m'a transmis, sans s'en rendre compte. Il ne s'est jamais rendu compte de tout ce qu'il m'avait transmis, mais merci pour tout ce qu'il m'a transmis, ce qu'il m'a appris et tout ce qu'il a fait pour nous, pour l'ensemble de la famille. Ben, merci. Voilà. Margot Mullier, Gérard Mullier, l'épopée du fondateur d'Auchan est publiée chez Grasset. C'est un livre absolument incroyable et vous nous l'avez fait partager. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.